I used to design for gods. But perhaps you'll come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Look, darling. Alive! It's alive! It's alive! And it's trying to sleep. Shut the hell up. Salut YouTube, bienvenue pour It is Alive, une émission de jeu de rôle où d'habitude une émission de jeu de rôle signée Les Dés sont jetés, où d'habitude ce sont les dés les maîtres de la destinée, mais pour une fois on va pas forcément lancer de dés, et une fois n'est pas coutume justement, et on va plutôt échanger sur les pratiques autour du jeu de rôle, nos pratiques en tout cas autour du jeu de rôle, mais aussi les vôtres, puisque vous allez pouvoir participer potentiellement. Notre sujet désormais, c'est comment être moteur de l'aventure quand on est joueur ou joueuse. Voilà. J'avais envie qu'on aborde aussi ce côté-là, de dire, tiens, quelle est la posture qu'on doit avoir, peut-être pas qu'on peut avoir à une table pour contribuer. Et pour introduire ce thème, à nouveau, je vais te poser 5 petites questions. Ce sera facile, c'est un tu préfères. Ah, parfait, j'adore. C'est pour savoir un peu quel type de joueur tu es. Ok, vas-y. Première question, est-ce que tu préfères incarner Aquaman ou Bob l'éponge? Alors, Bob l'éponge. Est-ce que tu préfères être... On n'est pas obligé de justifier, hein, juste on dit comme ça. Non. Ok, d'accord. Je laisse les gens avec l'idée de pourquoi Bob l'éponge. Je pense qu'on peut noter, tiens, un bac à sable Bob l'éponge d'ailleurs. Oui. Idée à retenir, de drôle. Est-ce que tu préfères être le leader ou le sidekick? Ah, c'est hard ça. Le sidekick parce que t'as plus la place pour la connerie. Est-ce que, donc, quand tu es joueur à nouveau, est-ce que tu préfères avoir un chemin tracé ou être dans le flou? Alors ça dépend, parce que trop de flou peut être aussi perturbant. Je dirais que j'aime bien ne pas être sur des rails, mais je veux pas qu'on me prenne la main non plus. Tu veux être capable de trouver ton chemin. Voilà, c'est ça. Et je veux que, et c'est là toute la difficulté, hein, quand on parle de scénario d'enquête, que les choses semblent s'enchaîner de manière logique. C'est souvent difficile. Est-ce que tu préfères être le meilleur combattant ou le meilleur entourlooper? Entourlooper. Après, moi, on le sait, hein, pour m'avoir vu jouer sur différents trucs, on le sait que je suis plutôt dans le social. Voilà. Moi aussi. Et la dernière, est-ce que tu préfères l'approche subtile ou défoncer les portes? Subtil. Ça va avec l'entourlooper, je pense, là-dessus. Hein. On est assez proches. Après, tu peux être subtil et puis à un moment, tu peux être l'entourlooper quand on a marre. Oui. Donc voilà, c'était ça un peu la discussion, l'introduction, et justement, passons dans la discussion. On va essayer, alors, nous deux, on est quand même beaucoup plus souvent MJ. Oui. Mais même si cette année, en vrai, je suis beaucoup joueur, donc je suis content. Et du coup, on va essayer de se mettre dans notre posture de quand on est joueur. Du coup, ce que je voudrais qu'on définisse un peu, c'est quel niveau de proposition on aime apporter à notre MJ. Parce que justement, si on part du postulat que les joueurs doivent être moteurs de l'aventure, là c'est le postulat de la discussion. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce postulat déjà, vous n'allez pas être d'accord avec tout le reste. Non. Effectivement. Moi je veux des bons gros rails là. Voilà, s'il y a des MJ qui nous écoutent qui disent non, ils doivent faire ce qu'on dit, on va pas être dans le même sujet. Du coup, quel est un peu, on va essayer de donner des exemples de ce sur quoi on se permet
de suggérer des choses à notre MJ. Donc moi j'ai des idées, par exemple, j'aime bien demander à mon MJ quand on est quelque part, si ça se justifie pour mon perso, de dire est-ce que je connaîtrais pas quelqu'un là? Ah oui. Tu vois, si j'ai un perso qui est un grand voyageur, par exemple, qui nous amène dans une ville, bah, est-ce que je suis pas déjà passé là? Tu vois, travailler un peu sur, pas du flashback à proprement parler, mais en fait, étoffer un peu mon background en jeu. En tout cas, quand on démarre, j'aime bien poser cette question-là à mon MJ, parce qu'il peut aussi me dire non. Du coup, ça permet aussi un peu de tâter si c'est un MJ que je connais pas. Quelle liberté tu peux quelle place prendre il me laisse. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est amener des souffles si on n'a pas eu depuis un moment. C'est de dire bah tiens, c'est la fin de la journée et normalement on devrait par exemple aller faire un repos long et redémarrer le lendemain. Et ben j'aime bien proposer des choses qui peuvent nourrir l'aventure. C'est dire bah tiens moi je joue un rôdeur. Bah tiens, avant de me coucher, je voudrais chercher une petite branche d'arbre et je voudrais commencer à sculpter quelque chose. Ou on est en ville, oh bah peut-être que j'irais bien juste boire un dernier verre à la taverne. Un truc qui là aussi permet au MJ de dire bah est-ce que, et en fonction de ce qu'aime aussi, je veux pas prendre la place trop, mais en fonction de ce que voient les autres, est-ce qu'on fait une petite scène? Est-ce qu'on fait juste ah bah tiens bah à la taverne t'auras discuté avec le tavernier et il t'a plutôt à la bonne? Ou est-ce qu'on joue ça vraiment? Voilà, amener des petites choses comme ça au lieu d'être juste, parce que parfois dans certains scénarios, on va penser trop mécanique en disant: «Bon, bah, on a fini ce qu'on a prévu aujourd'hui pour faire avancer l'aventure, donc on va dormir». Ouais. Et j'aime bien proposer des petites choses comme ça. Moi, j'aime bien aussi quand le MJ laisse la place au RP, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement. Qu'il y ait cette disposition-là de la part du MJ à dire oui, vous avez des moments où vous pouvez avoir du RP, et donc du coup, moi, il y a une chose, il y a une mécanique que j'aime bien mettre en place quand je suis MJ, pour expliquer ce que j'aime bien faire aussi en tant que joueur, c'est la mécanique du feu de camp. C'est-à-dire que t'es autour du feu de camp et tu vas demander, ok, donc là vous êtes autour du feu de camp, vous n'êtes pas juste des compagnons de voyage qui n'échangent pas un mot du voyage et passer l'entièreté de votre temps à dire passe-moi le sel, vas-y on va taper des gobelins, bonne nuit, voilà, ça c'est un peu sinon le résumé habituel, mais du coup j'aime bien qu'on dise voilà, vous êtes autour du feu de camp et ce soir il y a une personne qui est pris d'une envie de raconter une anecdote personnelle, un élément qui lui tient à cœur et qu'il a envie de partager avec le groupe. Et du coup, quand je suis joueur, j'aime bien faire ça aussi, amener, et que le MJ me laisse aussi cette liberté-là, de dire, voilà, ça me rappelle quand j'étais petit, j'ai vécu ça, et donc du coup, d'essayer de justifier un état émotionnel ou une décision derrière, etc., des choses comme ça. Et premier épisode de la première saison des Dés sont jetés et qui finalement aura des répercussions sur des grosses répercussions. Très grosses répercussions. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, ça t'apporte du lien entre les personnages. Ce ne sont plus juste des personnages que tu joues, c'est un peu plus des personnages joueurs, pour le coup. Et c'est un peu plus des protagonistes que tu as envie de suivre parce que tu t'es attaché à ces personnes-là. On a quelqu'un dans le chat qui est connaisseur. Oui, ça fait plaisir. Et donc du coup, j'aime bien faire ça. Et donc en tant que joueur, j'aime bien aussi qu'on me laisse la place de pouvoir faire ça. Et après, en termes d'être moteur aussi,
J'aime bien aussi quand je suis dans une situation. Alors tous les joueurs n'aiment pas ça parce que je suis déjà tombé sur des groupes de joueurs où je leur disais, je leur faisais la description d'une pièce et je leur disais et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Est-ce que c'était des débutants c'était des débutants. Euh, Souvent, ça comprendre. accompagne le débutant, cette question-là. Donc, liberté peut qu'est-ce qu'on surprendre, peut faire? Et en fait, au début, on va leur donner des exemples. Peut-être que tu vas chercher des indices, donc tu peux faire un jet de perception ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien qu'on me laisse dans un environnement avec juste t'es dans une pièce qui est fermée et t'as rien autour de toi. Enfin, tu vois que t'as aucune porte. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais chercher. Est-ce que y a des meubles dans cette pièce? Et en fait, j'aime bien qu'on crée une discussion, qu'on m'apporte pas tous les éléments de description, Oui. mais que ce soit moi qui aille les chercher dans le jeu, parce que du coup, effectivement, je vais pouvoir amener quelque chose dans la description et dire t'as dit que c'était un bureau un peu à l'ancienne. J'imagine qu'il y a une vieille cheminée, peut-être. Ah oui, on est dans un manoir, donc effectivement, c'est logique, il peut y avoir une vieille cheminée, d'accord. Donc au-dessus de cette vieille cheminée, il y a peut-être le portrait un peu macabre d'un cerf qui aurait été empaillé avec les beaux bois là et tout. Oui, il peut y avoir ça. Bon, je décroche ça et je défonce la porte avec. Ah d'accord, ok. Voilà. Moi, j'aime bien cet aspect de partage de la description et partage de la narration, quoi, au final. La manière dont tu le formules, justement, là, t'es moteur. Tu demandes pas à C'est ton ça. MJ qu'est-ce qu'il y a, tu dis tiens, est-ce qu'il y aurait pas ça? Ouais. Et certains Et je jeux pense- l'induisent directement dans leur mécanique. Effectivement, Oui. certains jeux, dans la description des objets que tu as en poche, c'est juste emplacement d'objets divers 1, emplacement d'objets divers 2, par exemple, où derrière, l'idée c'est qu'en cours de jeu, tu dises j'ai cet emplacement-là, j'ai besoin d'un objet à ce moment-là, je vais dire Oui. tiens, j'ai ça dans ma poche. Et donc après, tu vas écrire plus précisément ce que c'est comme objet, par exemple. Il y a ça dans Blades in the Dark, et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça, enfin notamment, hein, mais j'ai trouvé ça très agréable et j'ai trouvé que ça permettait justement, là c'est bien parce que le système aide les joueurs à être moteurs, Ah bah oui. en leur disant pas vous avez ça mais vous pouvez créer. Et voilà, je pense que là c'est un très bon exemple, c'est-à-dire aussi donner de la matière au MJ, c'est vraiment ça, être moteur, et pas être juste à recueillir et à analyser ce qu'il donne, parce qu'à un moment, le tuyau, il se tarit. Ouais. Si on joue 3, 4, 5 heures... Mais même dans une situation, tu vois, où un MJ t'aurait fait une description hyper chiadée, hyper précise d'une salle de donjon, que toi t'es druide, donc une salle de donjon, t'es oui, ok, moi je cherche de la vie, et tu te dis, bon, ok, on est dans une salle de donjon, et là depuis un moment, il y a peut-être une toile d'araignée dans un coin avec une araignée dessus. Oui. Bon, je lance communication avec les animaux. Voilà. C'est juste aller chercher des petits détails auprès du MJ pour derrière te permettre d'être moteur aussi dans le truc. Et l'idée, et après, quand t'es dans un groupe, je pense que l'important aussi, quand t'es sur des idées un peu à la con comme ça, où tu te dis tiens, ça va générer de l'histoire, ça va être drôle, je peux y aller sans forcément consulter les autres. Par contre, quand il s'agit de dire bon, il y a une porte là, j'ai envie d'ouvrir la porte, je vais peut-être consulter mes camarades quand même, voir s'ils sont d'accord avec ça. Et ça peut être aussi dans le dialogue avec les autres du groupe que t'es moteur. Et du coup, je vais faire une cabriole, parce qu'on parlait... tu parles des petits détails, et justement, Oh, l'acrobate. moi, je parlais de la big picture, justement... J'ai cru que t'allais dire de Big B. Non, elle n'est pas là ce soir. Justement, aussi, on peut être moteur dans la proposition du ou de l'AMJ en essayant de connecter notre personnage à l'aventure proposée. C'est de se dire, bon, on a tous nos personnages, ils sont rassemblés, et puis, je sais pas, on était dans une caravane, et il y a il y a une attaque de bandits, ils enlèvent des enfants. Bon, globalement, ok, évident, je suis joueur, je suis pas complètement bête, je comprends que je vais aller sauver les enfants. Mais si je veux être un peu plus moteur, à moi de me dire qu'est-ce qui me motive mon personnage à aller sauver ses enfants. Si je suis roublard, c'est peut-être me dire, chez les bandits, je vais me faire des
des thunes. Si je suis paladin, c'est pour le bien. Si je suis guerrier, je veux sécuriser la région et donc combattre des bandits. C'est peut-être plus me débarrasser des bandits que sauver les enfants. Et avoir ça, et pas juste dire ah bon, bah il faut qu'on aille sauver les enfants. Bon, bah allons sauver les enfants. Et peut-être que Après, ça va amener des approches, ça va amener... Ça peut être aussi dans le RP où du coup tu veux amener ton personnage à avoir cette logique émotionnelle de s'engager dans l'aventure. Et derrière, tu peux dire aussi, attends, ils ont enlevé les enfants, même le petit Billy. Et oui, le petit Billy là qui joue avec ses petits cailloux hein, auquel je donne à manger tous les soirs. Oui, oh bon, on va aller le chercher. Et en fait, c'est par la proposition, même en tant que RP, où tu peux aussi t'intégrer dans le scénario un peu plus, quoi. Et ça, avec des choses comme ça, votre MJ généralement, il va vous remercier de faire ça. Avec des choses comme ça, tu peux faire plein de choses. Tu peux donner de la profondeur à ton personnage. Tu peux justement l'ancrer dans le scénario, parce qu'imaginons que, tiens, par exemple, t'as un guerrier barbare qui a déjà massacré des trolls, des géants, des machins et tout. Ouais. Et ben en fait, le petit Billy, il lui rappelait peut-être son petit frère, un gamin du village, machin et tout. Et du coup, sur le gros féroce combattant où tu te dis, bon, pourquoi lui, qu'est-ce que je peux proposer autre que dire, oh, trop bien, bagarre, ça peut être beaucoup joué comme ça, un barbare. Ou peut-être il y a une gamine qui lui a filé une poupée. Oui. Ou peut-être que, et du coup, justement, toucher une corde un peu différente et proposer un personnage un peu différent. Alors ça, pour le coup, sachant que le barbare, le barbare qui cherche la bagarre, moi je trouve que t'as moins de barbares. Enfin, t'as pas de barbare qui a moins de sens en termes de pourquoi tu rentres en rage qu'un barbare qui dit juste oh bagarre. Je trouve qu'il y a rien qui justifie une rage en plus là-dedans, quoi, véritablement. La rage devrait être une motivation profonde, effectivement. C'est ça. Mais justement, je pense que ça m'amène à dire que quand on veut être moteur de l'aventure, quand on dit joueur, joueuse, devenez moteur de l'aventure, ça va être principalement sur la facette RP. Ouais. C'est-à-dire que pour avancer sur le scénario, pour faire des combats, ça, normalement, ton MJ, ta MJ a prévu ça. Et c'est aussi un truc... Et tout le vernis qu'on va mettre par-dessus. C'est aussi un truc que j'aime bien faire, c'est quand on voit le MJ qui essaye d'amener sur un terrain émotionnel ou de créer du lien avec un personnage, je trouve ça intéressant d'imager à quel point ça touche ton personnage, toi aussi. De dire, voilà, effectivement, comme tu dis, dans le RP, de dire, bon, je me sens quand même un peu concerné par ça, pourquoi ça me touche, et derrière, d'avoir aussi des réactions, parce qu'on n'est pas juste des frigos devant des PNJ, en mode, ok, tu chiales, on va aller chercher ta gamine, chiale pas, quoi. Non, t'as à un moment donné, ok, t'es touché par la personne, donc du coup, tu le joues aussi. Donc tu vas dire, ok... Ça, c'est lié à la vision qu'on a en commun, où nous... C'est ça. Effectivement, on aime principalement, ou en tout cas beaucoup dans le jeu de rôle, le RP, l'incarnation, l'émotion, ce qui n'est pas le cas de toutes les tables. Mais dans ce cas-là, si c'est pas votre axe en tant que joueur ou joueuse, eh bien, dans ce cas-là, faites des propositions pour étoffer les lieux et étoffer les scénarios. Voilà. Mais il y en a, c'est des frigos, hein, c'est possible. Oui. Mais dans ce cas-là, vous allez plutôt... amener des choses scénaristiques à aller dans le sens du MJ qui dit tiens, vous allez devoir aller à cette cité et peut-être de dire ok, on y va, mais peut-être qu'il y aurait il y a peut-être un petit village en route où on peut se reposer, ou il y a peut-être un petit village où il y aurait un tableau de quête où on pourrait faire des choses si la route elle est dangereuse pour la pacifier. Du coup, si vous c'est pas le roleplay, vous pouvez intervenir dans plein d'autres choses aussi pour étoffer le monde. Mais en fait, il faut absolument pas avoir peur d'être force de proposition. Ouais. Mais même en tant que joueur, joueuse, on n'est pas les enfants autour de Père Castor. Oui, et le play to lose fait partie de cette force de proposition aussi. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, une personne qui va un peu consciemment en tant que joueur
faire un choix qui va foutre la merde au niveau du groupe. Alors, foutre la merde, on s'entend. Hein. S'il voit que c'est très véhément dans le groupe et qu'il voit que les gens sont très opposés à ce qu'il va faire, il faut aussi respecter quand même le bien-être et les attentes du groupe. Elle n'est pas contre totalement le groupe. Mais si d'un point de vue RP ça se justifie, vous pouvez faire du play to lose et arriver à faire avancer l'histoire, parce que de toute façon, c'est par des échecs et par du play to lose qu'on fait le plus avancer l'histoire. C'est avec des échecs qu'on fait avancer une histoire de toute façon. Et de toute façon, si votre MJ vous met une quête qui est d'ouvrir, de traverser un pont. Je vais prendre un exemple que j'ai eu en partie, en tant que joueur, où on devait traverser une rivière et où le pont était effondré, où le seul passage qu'on avait potentiellement, c'était un espèce de gros tronc d'arbre qui était positionné sur la rivière. Bon, et bah si on avait tous réussi nos jets d'acrobatie, on serait passé là-dessus hyper vite et on se serait fait chier sur cet événement. On l'aurait même pas gardé en tête. Non, ce qui est arrivé, c'est que sur le moment, on s'est dit, oula, attendez, on traverse une rivière qui passe vraiment très fort là. Moi, je suis en grosse armure, je suis pas très rassuré de passer par-dessus ça. Donc ça vous dit, on s'attache à la corde pour éviter les problèmes. Donc du coup, tu proposes aussi quelque part là-dessus. Donc tu tends un peu le bâton pour te faire battre aussi quelque part. Et en fait, évidemment, en s'attachant tous, c'était logique par rapport à nos personnages de dire on va tous s'attacher, comme ça s'il y a un risque, on peut retenir la personne qui tombe. Sauf que évidemment, celui qui va tomber, c'est celui qui est en grosse armure, c'est celui qui est le plus lourd, et celui qui va entraîner tout le monde dans la chute. Et bah ça amène de l'histoire. Ça amène de l'histoire. L'idée, c'est de construire une histoire. Et dans les échecs, moi, il y a un truc que j'aime bien faire. On parle toujours de jeu de rôle, pas du jeu de société. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est suggérer l'échec de mon personnage. C'est-à-dire que j'ai foiré mon jet, et en fait, je vais dire, exemple simple, je me suis complètement pris les pieds dans le tapis, alors que je voulais avoir l'air d'un grand seigneur devant cette personne-là, je me suis ramassé à ses pieds, limite à lui baiser les pieds, quoi. Et du coup, soit ça, soit je donne une autre idée, ou avec des options, en fait. Et j'aime bien que le MJ, derrière, puisse rebondir, avoir de la matière en termes d'échec, parce que c'est pas toujours facile de rebondir sur un échec. Il y a des gens qui vont juste se dire, bon, bah, t'as pas réussi. Voilà. Mais la narration via l'échec est, je trouve, quelque chose d'ultra précieux dans la construction d'une histoire. Et du coup, un joueur qui apporte justement sa vision de comment il a échoué, je trouve ça hyper précieux autour d'une table. Et alors justement, c'est un truc qui est important, c'est de dire, alors le play to lose, c'est pas chercher volontairement à se mettre en galère tout le temps. C'est faire des choses parce que c'est ce que doit faire notre personnage, c'est ce que ferait logiquement notre personnage, même si nous, on sait que c'est pas forcément la meilleure approche. Et je pense que c'est important de le préciser, parce que les personnes qui vont toujours tenter de tout faire capoter, ça c'est pénible. Ah oui, oui. Et oui, il y a une mesure, Faut... En fait, c'est ça, c'est dire, et par contre, évidemment, ça c'est ce que ferait notre personnage sur des situations globalement neutres. On n'utilise pas, on le redit, son personnage comme excuse pour faire des trucs de connard. Ou des trucs de gros dégueulasses. Voilà. Ça, du coup, alors moi c'est simple, j'ai toujours un truc, c'est moi ça m'est arrivé que 2 fois. Et alors moi, il y en a un, je l'ai buté. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu, c'était il y a très longtemps, et il a voulu abuser de la serveuse. Okay. Et moi, je jouais un ranger qui a passé du temps dans ce village, etc. Je dis, moi, il y a quelqu'un qui agresse la serveuse, je lui tranche la gorge. C'est ce que ferait mon personnage. Du coup, je l'ai tué, voilà. Et il a fait, je dis, je sais pas, visiblement, on joue comme on doit jouer nos personnages. Ça a été radical. Et pareil, du coup, aussi dans le dosage, être force de proposition, c'est hyper bien, c'est génial. Par contre, il faut accepter qu'on refuse notre proposition. Oui.
Oui, Ne complètement. pas argumenter, machin, voilà. Si le MJ, il te dit, Non, bah ça non, colle pas. ça marche pas parce que ça ou ça, Mm. à moins qu'il ait. Après, il peut y avoir des cas particuliers où il a vraiment dit un truc absurde parce qu'il n'avait pas envie de le faire. Mais si son argument il est crédible, n'essaye pas de trouver Non. des arguments pétés pour justifier ce que tu veux faire. Là, tu vas juste Ne, casser les couilles à ne, tout le monde. ne pousse pas à bout ton MJ au point qu'ils doivent te sortir un ta gueule c'est magique parce que derrière tu l'auras cherché. Ouais. Voilà. Et ça marche sur les propositions RP, ça marche aussi sur les règles. Moi, si je dis bah non, ça marche, c'est pas dans les règles, on peut me dire éventuellement si, je pense que c'est là. Et des fois, je cède, je fais bon, très bien. Par contre, pareil, enfin, voilà, être force de proposition, c'est bien. Vouloir avoir raison à tout prix, c'est comme dans la vraie vie. Hein. C'est nul. Oui, et Ça ne puis fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. après, faut aussi accepter l'échec. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter l'échec. Tu vois, genre, ils ont fait un échec critique. Bah, ils ont fait un échec critique. Donc, du coup, tu dis, bah, tu n'y arrives pas. Oui. Tu échoues dans ta tâche. On rajoute la description qui va avec cet échec. Bon, voilà, point barre. Et après, la personne qui dit, bah oui, mais attends, non, mais moi, je suis un elfe de très haut niveau. Je suis habitué à la forêt. C'est pas normal que je me prenne une racine, là. Non, je suis pas d'accord. Bah, à un moment donné, les jets sont les jets, quoi. Donc, Oui. et faut accepter l'échec aussi parce que bah, ça crée aussi de l'aventure et ça crée de l'intérêt. Et je À pense partir du moment que où ces gens-là n'ont pas forcément la vision de l'histoire que ça crée et la profondeur que ça peut amener à leur personnage aussi, quelque part. je dirais qu'à partir du moment où les dés sont jetés, ce sont eux les maîtres de la destinée, bien évidemment. Mais plus sérieusement, si vous faites bon. un jeu où on jette des dés, si vous faites un jeu où on jette des dés, vous devez accepter le jet de dés. Ouais. Ou alors vous faites un jeu de rôle où il n'y a pas de jet de dés, où il y a d'autres mécaniques, où il y a d'autres Faites choses. du telenovela à Ça ce vous moment-là. dérange. Il n'y a pas de souci. Mais si vous faites un jeu où il y a beaucoup de jet de dés, acceptez. De dire, bah oui, et effectivement, c'est pas toujours 100% logique que votre elfe des bois, rôdeur, machin, il ait pas trouvé les traces du sanglier pour se nourrir ce soir au feu de camp. Mais c'est ça. Il Et après, y a un truc aussi que je voudrais apporter comme conseil, c'est parfois il y a une scission au niveau des joueurs. On peut voir certains joueurs qui veulent faire un truc, d'autres qui ne veulent pas le faire. Que ce soit d'un point de vue RP ou non, si votre MJ va vers la proposition d'un des joueurs en disant « Ok, on va le jouer, ce que tu veux le faire », ça peut être sympa de ne pas laisser le joueur tout seul aussi, dans sa proposition et dans ce qu'il amène, et de dire « Bon, je vais t'accompagner ». Parce que déjà, vous allez créer du jeu, vous allez créer aussi du lien entre vous, déjà, d'une part, et vous allez créer du jeu, vous allez créer une proposition, et potentiellement, vous allez soutenir aussi votre MJ qui va pas avoir l'impression de faire une énième aparté pour ce joueur-là en le prenant juste lui tout seul. Bon, allez, fais tes jets de discrétion, t'es tout seul dans la taverne, les autres sont partis se coucher, on va faire ta session, mais on la fait vite parce que bon, ça fait pas jouer les autres. Ouais. Si vous y les allez, moteurs en soutenant vos joueurs, Voilà. enfin les autres joueurs et joueuses. Ouais. si vous y allez et que vous soutenez cet autre joueur en lui disant oui, effectivement, c'est vrai qu'on manque un peu d'argent, ça pourrait être pas mal qu'on se renfloue un peu les poches, je vais t'accompagner. Et du coup, là, bah, tu crées du jeu et donc le MJ va être déjà moins réticent à faire jouer une scène un peu seule pour un personnage, potentiellement. Et le joueur va être content parce que bah, il va être récompensé déjà sur quelque chose qu'il propose et il va pas être tout seul à jouer et enfin on joue pas à ce jeu pour être tout seul à jouer, sinon on ferait du JDR solo, ce qui est très bien aussi, hein, je dis pas le contraire. On part du postulat effectivement sur ça. Mais on part du principe que là on était en train de jouer tous ensemble, donc ayez cette logique de vous êtes ensemble. Et ça peut être des petites choses. Si vous êtes un colosse en armure de plate, vous pouvez juste faire le guet devant. Voilà. Et du coup, un MJ qui saisirait bien, ou une MJ qui saisirait bien la proposition, dirait bah, très bien, tu vas avoir un avantage sur ta discrétion, parce que comme il y a quelqu'un qui fait le guet, tu ne seras pas surpris par une personne qui arrive soudainement. C'est ça. Et souvent, si vous avez, voilà,
si votre MJ a un petit peu d'agilité et aime vos propositions, il les récompensera. Ouais. Aussi. De toute façon, du coup, c'est du si plaisir vous pour avez tout le un monde. MJ qui ne récompense jamais vos propositions, Changer de MJ. voilà. J'allais dire posez-vous les bonnes questions, mais Ouais, la question, elle est vite répondue, comme on dit. Non, mais après, voilà, c'est ça. Nous, on part du principe que de toute façon, on voit le jeu de rôle comme quelque chose où être MJ, c'est être un joueur ou une joueuse avec un autre rôle. Et c'est pas être dans un conflit, c'est pas être dans une hiérarchie, Ouais. c'est pas être. De toute façon, moi je dirais que les joueurs qui ont le mieux compris le sens du jeu de rôle, et on en a dans le chat aujourd'hui, de ces joueurs-là, c'est ceux qui ont compris que au final tu ne joues pas pour gagner le scénario, tu joues pour raconter une histoire tout simplement, et que du coup raconter une histoire, ça passe autant par les réussites que tu vas faire que par les échecs, et même parfois même plus par les échecs que par tes réussites. Et qu'il n'y a Parce pas que de bonnes histoires sans interaction entre les personnages. Exactement. Aussi. Et ne pas avoir peur non plus. Alors après, ça, je sais que ça peut être compliqué. On le fait assez peu sur la chaîne, parce que je sais qu'on n'a pas forcément des personnes qui sont à l'aise avec ça aussi. Mais de créer aussi des liens qui peuvent être forts entre les personnages. C'est-à-dire que voilà, ne pas hésiter à aller vers des liens d'amitié qui sont beaucoup plus présents, voire même aller sur un attrait romantique, un échange qui peut être aussi romantique entre deux personnages, des choses comme ça, qui vont créer l'histoire autour de votre groupe et créer d'autant plus de connivence et de logique dans les notions de RP que vous allez faire derrière. C'est-à-dire que si vous savez que votre personnage est un peu amoureux, en secret quelque part, même si ça peut être des petites œillades, des choses comme ça, mais qui sont exprimées quand même dans le jeu, d'une autre personne du groupe, au moment où cette personne-là dans le groupe va être en danger pendant le combat, vous savez ce que votre personnage va faire. Il va pas réfléchir d'une manière purement tactique en disant « Oui, alors je vais pas aller la sauver parce que ce n'est pas la soigneuse du groupe, je vais plutôt m'occuper du soigneur. » Non, vous allez créer autre chose, vous allez apporter autre chose, vous allez dire « Oula, elle est en danger ? Non, peu importe, j'oublie mon rôle, je vais l'aider. » Et du coup, on apporte aussi de l'histoire, on apporte de l'aventure. On le voit bien au-delà de ça, quoi. dans les très bonnes fictions, l'acte héroïque aussi, c'est de faire pour la personne qu'on aime, pour son meilleur ami, pour sa famille, les choses qui ne sont pas rationnellement les bonnes. C'est ça aussi qui fait le sel des aventures. Alors évidemment, pour nous et les gens qui nous connaissent, c'est évident, mais tout ça, on le fait dans un cadre qui a été défini et accepté par toute la table avant, toujours, sur Bien les sûr. relations Oui. inter-PJ. Mais du coup, effectivement, alors Seiken nous donne un bon exemple aussi, effectivement, de lose, quelque part, qui amène du lore dans ton exemple, qui amène de l'aventure, ça a débloqué des choses. Effectivement, une personne qui échoue, par exemple, sur un jet de discrétion, admettons l'exemple que je donnais tout à l'heure, la personne qui veut aller voler des choses, le fait toute seule, elle part toute seule. Elle n'a pas eu le soutien de son groupe. Manque de bol, elle a foiré, elle s'est fait choper. Le lendemain, les autres, ils se rendent compte, tiens, il est pas là. Bon, on va peut-être le chercher quand même, qu'est-ce qui s'est passé, et puis ils vont chercher, ils vont enquêter un petit peu, et puis ils vont négocier avec la garde, ils vont essayer de lui trouver des justifications, de le défendre à un procès, par exemple, et en fait, tout ça va créer de l'histoire. Voilà. Donc effectivement, il y a plein de façons d'être moteur à des niveaux qui ont un impact à l'instant T, un impact sur le gros scénario, ou juste un impact sur le groupe. Et justement, si on débute et que on cherche un peu à comment être un peu plus proactif, faut pas hésiter à commencer sur des mini-choses. Je disais, moi je disais le feu de camp. Ça, c'est une joueuse qui l'a fait à une table où j'étais joueur aussi, qui elle a commencé à sculpter
un bout de bois. Et c'était une paladine vraiment badass, armure, la Ouais, mais meuf qui est capable de tout chaque- défoncer. Et en fait, elle a chacun amené a juste... un petit loisir, quoi. Effectivement. Ouais, et du coup, elle a amené juste un point de sensibilité Mm. sous l'armure. Et en plus, ça a mis du temps à sculpter et tout. Ça a pris... Et du coup, ça a amené un truc de dire, qu'est-ce qu'elle fait? On a envie de savoir ce qu'elle sculpte et pourquoi elle le Mm. sculpte, etc. Et du coup, après, les repos suivants, c'était juste là, elle dit, bah, je vais continuer à sculpter. Le MJ demandait juste un petit jet pour savoir où ça avançait. Et c'était trop bien. Ça fait partie des petites choses comme ça. C'était quelqu'un qui était relativement débutante en jeu de rôle. Je crois que c'était la 2e campagne à laquelle elle jouait. Ouais, bah oui. Et hop, elle a proposé ça. C'est chouette, c'est très très chouette. C'est très bien. Et il en faut pas plus pour dire, ah bah tiens, la paladine, eh ben sa paladine, c'était pas la même que celle que j'ai pu voir ailleurs. Mm. Mais Est-ce ça que le soir, au coin du feu, elle sculpte? c'est ça que je trouve très cool, c'est des petites propositions comme ça, et derrière, les rebonds que peuvent avoir les joueurs dessus, et c'est ça qui est important aussi, c'est pas juste être ok, elle est en train de sculpter un truc, on s'en fout, c'est derrière de créer aussi de l'interaction avec elle, d'entrer en contact avec elle autour du feu de camp pour lui dire non, c'est marrant, je savais pas que tu sculptais. Qu'est-ce que t'es en train de sculpter? Et puis de créer de la discussion, de créer de l'échange. Et du coup, Ali Mabo pose la question dans le chat. Elle sculptait une chouette, puisque sa divinité était Athéna. Voilà. Et en fait, oui, effectivement, ça a été un très bon rebond, parce que moi, mon personnage, c'était un occultiste, parce qu'on faisait du Donjon et Dragon, qui était un noble. Et plutôt lettré, etc. Qui, du coup, voyait pas trop d'intérêt à taper la discute avec le bras armé du groupe, on va dire. Ah oui, bah oui. Ils s'entendaient bien, mais du coup, hop, ça a amené un sujet, une curiosité, un truc. Non, ça c'est cool. Et du coup, c'est aussi un conseil qu'on peut donner, que moi j'aime bien, en tout cas de la part de mes joueurs et joueuses. Et que j'ai déjà donné, qu'on a déjà échangé sur ce sujet-là, il me semble, c'est quand vous sentez l'intention de votre MJ. Quand vous sentez cette intention, par exemple, vous sentez qu'il veut aller sur quelque chose d'émotionnel, vous faire ressentir quelque chose. Si vous ne le sentez pas, allez-y quand même. Encouragez-le. Vous serez moteur en allant vers lui, en faisant un pas vers lui et en l'encourageant dans l'émotion qu'il essaye de vous faire passer. Si vous sentez l'émotion que du personnage n'est pas forcément celle que nous on ressent. Si vous sentez que en face, il est en train de faire la voix d'un personnage qui est censé être intimidant, mais que pour une raison qui est sans doute peut-être soit anatomique, soit il ne sait pas faire de voix ou il ne sait pas donner les intonations, vous sentez que son intention c'est de faire peur à vos personnages, mais que c'est pas forcément bien concrétisé, allez-y quand même. Ne le laissez pas tout seul. Allez-y et décrivez comment vos personnages se comportent face à cette personne-là dans une situation où eux-mêmes, effectivement, sont en crainte face à ce personnage-là. Oui. Et ça va l'aider déjà, lui, à se mettre en confiance quant au fait que ils ont compris mon intention, donc je vais pouvoir continuer là-dedans. Et il va pouvoir s'améliorer après. Et après, faites un débrief après la session en disant tu vois, j'aurais bien aimé peut-être que tu mettes un peu plus d'inflexion dans sa voix, ou que tu plisses un peu plus les yeux, que tu le joues un peu plus sérieusement pour pousser ce côté-là inquiétant. On avait compris qu'il était inquiétant, mais t'aurais pu aller un petit peu plus loin. Faire ça dans le débrief, mais en tout cas le récompenser quand même dans la partie. Je vois que dans le chat, on a d'autres exemples de petites choses. Willow qui nous dit qu'effectivement elle a une druide géante qui fait des sculptures en bois et qu'elle les offre parce qu'elle sait pas comment se faire des potes. Ça c'est bien, c'est adorable. Ça met une sensibilité aussi à la géante. Moi je te rejoins totalement sur ça, sur aussi voir l'intention du MJ, parce que moi par exemple je suis pas quelqu'un de très sensible sur la tristesse. Faudrait vraiment que ce soit très très bien joué pour que je sois réellement touché.
Mais par contre, effectivement, si je vois que c'est une scène où il y a eu quelque chose qui a touché mon PJ, bah, je vais le jouer. Et ce Oui. sera joué, et ce sera faux. Je ne suis pas, moi, Basile, triste. Mais justement, j'ai envie. Et en fait, ce qui est assez fort, alors j'ai peut-être un esprit malade, je ne sais pas, mais c'est que en fait, du coup, de jouer le personnage triste va me la faire ressentir l'émotion. Ah Et je ne- oui, oui. Parce que Oui. je suis partie prenante et je peux pas la ressentir en étant juste spectateur. Déjà, il y a ça, et il y a le fait que, en fait, c'est un réflexe. Alors, on va parler un peu anatomie et acting. C'est un réflexe psychosomatique, si je dis pas de bêtises, où en fait, sourire en soi, déjà, et faire l'effort de sourire va t'aider à générer de la dopamine pour te sentir bien, donc va t'aider à te sentir véritablement joyeux. Et l'inverse également est vrai, c'est-à-dire que faire la moue, te mettre dans une situation émotionnelle, donc dans une situation physique calme et en même temps très concernée, et un peu, tu vois, faire ce que tu sais être les éléments qui se déclenchent en toi quand tu es triste, peuvent t'aider à déclencher véritablement la tristesse, tout comme la joie, tout comme la colère, etc. Et ça, c'est des petits conseils d'acting. On va pas aller sur sur le détail des conseils d'acting ici. On a peut-être quelques vidéos de conseils là-dessus. Mais voilà, c'est le bleed, tout à fait, Datimote. C'est le bleed. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà parce que certaines personnes ont aussi des blocages affectifs, personnels. Parce que c'est pas évident de se mettre dans une situation d'instabilité émotionnelle pour le faire. Et On du n'a pas coup, forcément envie aussi. on n'a pas Selon forcément notre envie. état Tout à fait. psychologique, on n'a pas forcément envie d'embrasser Exactement. des moments d'émotion Exactement. un peu négatifs. Donc il y a des gens qui vont se fermer parce qu'ils n'ont pas envie de ressentir ça et que pour eux, bah, c'est du jeu, donc ils veulent en fait se faire plaisir et s'amuser sur du jeu. Mais d'autres personnes vont rechercher ces émotions-là et voilà. On fera peut-être une vidéo conseil sur comment Moi, ressentir les effectivement, émotions. c'est une recherche active que j'ai dans le jeu de rôle, cette connexion émotionnelle, mais je peux tout à fait comprendre que pour des gens, ce soit surtout pas quelque chose à vivre, parce que je peux tout à fait comprendre aussi que le jeu de rôle puisse être la bouffée d'air frais où justement on va rester que sur du léger. Il y a ça pour le coup, je dis pas que c'est le bon jeu de rôle que d'être dans l'émotion et le ressenti, parce que je dirais que c'est con, mais j'ai la chance d'avoir une vie avec pas trop de problèmes. Non, mais allez, du coup, raconte-nous ton histoire. Non, mais du coup, c'est facile pour moi de vivre en jeu de rôle des choses un peu plus fortes, Oui, alors que ouais. quelqu'un qui aurait des galères à longueur de journée, une situation précaire ou je ne sais pas, a Aurait peut-être pas justement forcément besoin envie, de ouais. se sortir de ça. Donc Tout à ça, fait. c'est absolument pas un jugement. Et à l'inverse, il peut y avoir aussi des personnes qui, parce que ils ont une espèce de carapace tout au long de la journée, ce moment de faiblesse à se laisser aller peut être essentiel pour laisser remonter et laisser sortir ce trop plein d'émotions aussi. Enfin, voilà. Il y a 1000 raisons de vouloir ou pas jouer les émotions, en tout cas. Du coup, je te propose qu'on donne, pour conclure le sujet, et avant de laisser la parole à si quelqu'un veut participer, à nouveau 2-3 points sur comment être moteur. Pour faire la conclusion rapide à retenir. Alors, moi je dirais accepter l'échec. Je dirais aussi donc aller vers les autres, vers les propositions que font les autres. Et aussi et surtout, comprenez les intentions de votre MJ. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ajouterais ne pas avoir peur de proposer même des choses sans importance. Voyez votre personnage au-delà de sa fiche de personnage. Justement, sur les petites fêlures, les petites choses comme ça. Et je dirais, du coup, ce que j'ai dit à un moment,
accepter que certaines de vos propositions ne soient pas mises en application. Ouais. Pas dire, puisqu'on veut pas que je fasse ça, je propose plus rien. Ça, c'est juste de la gaminerie débile. Et Datimut dit quelque chose d'assez important aussi, aider à la répartition du temps de parole. Ça c'est important aussi quand vous êtes dans un groupe de joueurs, que le MJ vous laisse un peu vous exprimer et que vous voyez que quelqu'un ne s'exprime pas forcément. Vous avez aussi votre rôle à jouer, effectivement, pour répartir ce temps de parole et permettre à des personnes qui sont un peu moins à l'aise peut-être à s'exprimer, de s'exprimer sur ce qui se passe, parce qu'elles auront un avis, mais elles l'expriment peut-être juste pas. C'est une posture que nous, on a justement quand on est ensemble, quand il y en a un de nous deux qui est MJ et l'autre qui est joueur, surtout quand on a des invités sur la chaîne, mais là c'est particulier au stream, c'est aussi que le joueur, celui de nous deux qui est joueur, puisse être un peu distributeur de temps de parole c'est ça. Et moi je rajouterais par rapport à ce qu'on se disait juste avant, par rapport aux émotions aussi, d'essayer, comme je disais, d'aller dans le sens du MJ et d'essayer potentiellement d'accepter les émotions si on est prêt à les accepter, en tout cas. Voilà. Du coup, c'est le moment radio libre. Donc, je rappelle rapidement, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en vocal, oui. on ne met pas la webcam de la personne qui participe. Sur le thème comment être moteur en tant que joueur dans une partie de jeu de rôle, eh bien, on peut ouvrir un canal, je dirais. Tout à fait, on peut faire ça. Ça peut être juste une anecdote, c'est pas forcément un conseil, ça peut être... Moi, j'ai eu une table où on a fait ça et c'était chouette. Et après, on peut effectivement continuer juste d'échanger sur la base des messages du chat si personne se sent d'échanger en vocal. Et je dirais, par contre, justement, tiens, pour laisser le temps un peu aux gens d'écrire s'ils veulent, d'essayer d'être vigilant un peu à l'heure. C'est bête, mais en fait, si on joue, je sais pas, on fait une séance où on sait qu'on doit s'arrêter, c'est dimanche après, mais on sait qu'on doit s'arrêter à 19h parce qu'il y a quelqu'un à la table qui a un impératif. Ouais. Si on voit que là, on approche d'un moment un peu intéressant, et ben peut-être que là, il faut calmer ses propositions pour se dire, tiens, il faut qu'on arrive au bout et qu'on savoir quand pas sur être force de proposition, effectivement. Ouais. Quand on a fait particulièrement, là, parce que c'est une expérience récente, quand on a fait Passion de la Spationesse, on était tous à fond dans le jeu, on a passé un excellent moment. Ouais. Oui, j'ai cut à un moment, j'ai ralenti à un moment donné parce que ça allait. Sinon, on s'arrêterait jamais, je pense. Ça serait jamais arrêté. Il fallait, et t'as bien fait. Et en même temps, c'est une petite frustration un peu chouette. Ouais. Des fois, la frustration est un truc un peu chouette de dire j'en aurais bien aimé plus, j'espère qu'on en fera un petit peu plus. C'est pas forcément juste de la déception. Après, ça va dépendre aussi des gens autour de la table. De l'âge avec les gens avec qui vous jouez. Si vous jouez avec des plus jeunes, c'est peut-être différent. Voilà. Et après, en tout cas, n'hésitez pas aussi en tant qu'MJ à préciser quand vous voyez l'heure que vous dites ok, pour info, il nous reste une demi-heure de jeu. Surtout si on est sur des one-shots ou des choses comme ça, ou sur des one-shots qui n'amènent pas à une conclusion comme dans le telenovela par exemple. Pour dire, pour info, il reste une demi-heure de jeu. S'il y a un truc particulier que vous avez absolument envie de faire avant la fin de la partie, je vous invite à l'exprimer maintenant, parce qu'après, sinon, on n'aura pas le temps. Ça peut être aussi un moyen de permettre à chacun de voilà, pas sortir frustré d'une session qui est timée, on va dire. Je repense aussi à une chose sur les gens qui seraient débutants ou qui seraient plus timides et qui auraient envie d'être force de proposition mais qui auraient du mal. Aussi, les propositions, elles ne sont pas forcément obligées de se faire à l'oral devant tout le monde. À distance, vous avez un chat avec votre MJ. En table, vous pouvez glisser un papier et votre MJ peut vous faire un petit signe de tête pour valider ou non. Et faut penser à ça aussi, que tout n'est pas obligé d'être dit devant tout le monde pour ça. C'est important. Après, on peut peut-être conclure aussi sur l'exemple de quelques jeux qui aident, quelques jeux un peu plus narrativistes,
qui aide justement à prendre ce rôle à cœur d'être moteur dans l'aventure de la part de joueurs. On sait qu'un Monster of the Week, par les manœuvres ou en tout cas tout ce qui va être du style PBTA, vont vraiment pousser à être force de proposition et à amener de la narration, à amener des éléments de narration. Donc il y a ça, par exemple. On peut vous inviter à acheter aussi Slasher, parce que voilà, c'est important de le souligner que c'est énormément et quasi exclusivement centré sur de la narration. Donc voilà. Tout ce qu'on va créer, nous, Oui, ça va être très basé sur de la narration. Merci pour ceux qui l'ont acheté. Ça nous soutient, c'est vraiment ça. Et on espère que ça vous plaît. J'avais envie de citer d'autres jeux dans des expériences une expérience qu'on a fait ensemble où justement ça a très bien marché, c'est Tales from the Loop. Oui, qui nous a fait jouer notre ami Robin. Tout à fait. Effectivement, Robin que vous avez vu sur la dernière partie de Passion de las Passiones, évidemment. Ça marche très bien pour la proposition parce qu'en plus, comme on joue des pré-ados, c'est logique qu'on teste plein de trucs. En tout cas, avec il faut dire la qualité de MJ que nous a proposé Robin. Ouais. Et il est allé sur chacune des idées qu'on a proposées. Parce que moi, on avait quoi, 11 ans, 12 ans. Ouais, je crois. On est devenus des gosses qui chourent et qui fument des clopes et des trucs comme ça. Enfin, on a fait que de la merde. C'était différent. Ouais. Ne vous inquiétez pas, c'était une autre époque. On a fait de la merde, mais toujours en allant dans l'enquête et dans la résolution. Voilà, c'était là à côté. Blades in the Dark marche bien aussi sur ça parce qu'il y a plusieurs mécaniques. L'inventaire pas rempli dès le début et la mécanique de flashback. Généralement, les jeux qui ont des mécaniques de flashback sont très bien pour être force de proposition sur ça. Et moi, je citerai un dernier jeu aussi qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. Voilà, soyez très attentifs parce que ça va venir prochainement. C'est Post-Mortem. Alors malheureusement, Post-Mortem, vous pouvez plus le trouver en vente. C'est devenu une denrée très rare. Vous pouvez peut-être trouver en PDF, mais surtout qui s'échange entre connaisseurs. Et Post-Mortem, le principe est que vous ne jouez qu'avec des D8 et que en fait vous avez une notion d'équilibre ou de déséquilibre mental liée à en fait si vous allez faire que des 1 ou que des 8 et vous allez osciller dans cet équilibre et déséquilibre mental qui vont apporter des éléments qui vont se générer autour de votre personnage dans l'univers. Et c'est vous qui les amenez. Donc vous amenez des éléments de narration dans l'univers en lui-même qui vont être importants dans l'histoire. Et voilà, Post-Mortem, l'un des one-shots qui m'a laissé le meilleur souvenir de toute ma carrière de jeu de rôle. Je pense qu'il faut de toute façon... c'est quelque chose qu'on va trouver davantage dans les jeux à mécanique souple que dans les jeux héritage wargame, même si après en remaniant à sa sauce un Pathfinder ou un Donjon Dragon, comme dans les exemples qu'on a donnés, ça se fait très bien. Mais si vous voulez mettre en place un cadre pour des gens qui ne l'ont jamais fait, c'est peut-être ces jeux-là qui seraient le plus... Et j'ai envie de dire, si vous savez le faire dans un jeu comme Donjons et Dragons, c'est bien, c'est déjà un premier pas. Ça veut dire que vous avez fait le pas vers la narration, vers le narrativisme, mais ça veut pas forcément dire que vous saurez le faire dans un jeu narrativiste. Et à l'inverse sera plus facilement vrai. C'est-à-dire que avoir joué à des jeux narrativistes aura cultivé votre culture justement de la proposition, d'être force de proposition, et vous le serez beaucoup plus facilement dans les jeux avec des mécaniques complexes, parce que vous trouverez les moments où vous pouvez les proposer. Et c'est facile de repérer les jeux qui offrent cette possibilité. Généralement, les lignes de mécanique sont vraiment très réduites. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour conclure, chez nous, être moteur en jeu de rôle, c'est nourrir la narration. Exactement. C'est vraiment ça qu'on voit.
Mais en même temps, c'est pas drôle parce qu'on est du même avis tous les deux, donc on n'apporte pas des visions différentes. Il faudrait Justement. quelqu'un qui soit pas du tout d'accord avec nous là. On prêche, Goldie. Ah Le ouais. narrativisme vaincra. On va aller chercher Non, mais- quelques créateurs qui sont jamais d'accord avec nous pour générer des débats qui n'en finissent jamais. Non, évidemment, vous faites comme votre table a envie, tant que votre table passe un bon moment. On viendra pas vous dire, on n'est pas du genre, on a notre préférence, mais on sera pas du genre à vous dire, c'est pas du jeu de rôle parce que vous RP pas avec des voix ou des trucs comme ça. Non, non. L'important, on- c'est que toute la table soit d'accord sur l'attendu de la partie. Exactement. On le rappelle quand même, parce que quand j'ai dit prêche, je voulais que les gens qui Oui, nous écouteraient, mais qui ne me connaissent pas, sachent que c'est Il y a des gens évidemment qui s'amusent de- très bien avec des règles très complexes, en restant vraiment très basés sur les règles et en ayant une narration très limitée, parce qu'au final, ils prennent ça un peu comme un jeu vidéo où on optimise, on fait des trucs, etc. C'est très bien aussi. D&D, c'est bien aussi, voilà, effectivement. J'en fais beaucoup. Donc, je vais pas Oui, cracher alors, pour rappel, hein, je joue à Pathfinder, donc niveau règles, vous inquiétez pas. Voilà. Donc on n'a pas d'église en vrai. On amène le narratif, Ouais, la narration aussi dans les jeux qui sont moins faits pour ça, qui sont ça. moins centrés sur ça, mais ça veut pas dire que on n'aime pas ce type de jeu, ou bien au contraire. On va vous remercier très chaleureusement d'avoir été présent ce soir pour nous amener votre vision aussi dans le chat, nous partager vos expériences. Encore une fois, on n'a pas eu personne en vocal, hein, ce n'est que partie remise. Peut-être qu'on essaiera de lancer des appels un peu plus en avance sur le Discord. S'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et sur Discord. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ce petit échange vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser également un petit like sous la vidéo et un commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets à aborder en live dans It is Alive.